Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des 6 régions ultrapériphériques d'Europe. Elles sont les 5 départements et régions d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, une collectivité d'outre-mer qui est Saint-Martin, et nous allons voir ensemble comment elle représente une richesse inestimable au sein de l'ensemble européen. Pour ne citer que cela, les régions ultrapériphériques d'Europe, c'est quoi? C'est d'une part une grande part de la biodiversité de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, pour ne citer que cela, font partie des 34 hotspots de biodiversité dans le monde. Des questions maritimes, des enjeux maritimes très importants. L'Union européenne est aujourd'hui le plus grand territoire maritime au monde, sachant que la France est le 2e plus grand domaine maritime grâce à ses outre-mer. Les questions d'énergie renouvelable et les questions d'aérospatiale sont aussi très prégnantes dans ces territoires, avec la Guyane par exemple. Elles sont aussi les premières frontières de l'Union européenne face à l'Amérique, face à l'Afrique, l'Asie, sans oublier les enjeux qui ont actuellement lieu dans l'Indo-Pacifique. Les ultra-européens connaissent une situation économique et sociale structurelle très complexe, même aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief, le climat spécifique de ces territoires, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits dans des territoires parfois complexes qui nuisent à leur développement. Et puis des enjeux comme le dérèglement démographique, sachant qu'il n'y a pas de problème de natalité mais plutôt des problématiques de retour des forces vives dans ces territoires, pour la plupart comme les Antilles, ou de dérèglement climatique qui deviennent de plus en plus prégnants. Concernant l'habitat, sur un parc de 176 000 logements sociaux, il manque 90 000 logements sociaux dans l'ensemble des rues françaises, où 80% de la population est éligible au logement social, contre 65 par exemple en France hexagonale. Plusieurs obstacles existent. Il y a des besoins de mesures spécifiques, de simplification, d'adaptabilité, la faible disponibilité du foncier aménagé et équipé, des coûts des matériaux de construction en hausse, avec des longs délais d'approvisionnement qui ne facilitent pas la livraison de logements sociaux. Toutes ces questions-là, on va le voir sous le prisme de l'Europe. Et une partie des réponses peut-elle venir de l'Union européenne? Nous allons aujourd'hui échanger avec M. Max Orville, député européen. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté le principe de cet entretien. C'est tout à fait légitime. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Max Orville, je suis eurodéputé depuis bientôt 2 ans. J'ai remplacé dans mon groupe Mme Chrysoula Zakharopoulou, qui est devenue ministre de la francophonie. Et donc, au sein du Parlement, j'exerce dans plusieurs commissions. Commission emploi, affaires sociales, commission environnement, donc nous parlerons effectivement biodiversité, commission affaires constitutionnelles, donc révision des traités, utilisation de certains articles qui pourraient concerner nos régions ultrapériphériques. Et enfin, je suis premier vice-président de la délégation Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et depuis janvier, suite aux accords de Samoa qui ont succédé aux accords de Cotonou, j'assume la coprésidence de l'Assemblée territoriale parlementaire Union européenne-Afrique. Voilà un petit peu toutes les missions que j'ai au sein de ce Parlement. Alors Laurent, je crois que tu vas introduire sur le plan Marshall. Je te laisse en dire quelques mots. Oui, alors effectivement, il y a aujourd'hui à Bruxelles une réflexion sur le rôle que peut jouer l'Union européenne sur les problèmes du logement. On est face, dans l'Union européenne, à une crise du logement qui est une première, tant son ampleur et l'importance qu'elle impacte sur les marchés du logement par rapport à l'accès au logement, à la mise en œuvre du droit au logement et également à toutes les problématiques énergétiques. Et de l'autre, à côté de cette crise du logement, il y a les enjeux climatiques, avec le secteur du bâtiment et du logement comme étant un secteur prioritaire d'investissement pour lutter contre la précarité et les problématiques du climat. Donc c'est quand même la première fois qu'au niveau de l'Union européenne, on a ces deux problèmes qui s'emboîtent et pour lesquels il faut que l'Europe apporte une solution en la matière. Même si le logement n'est pas de compétence communautaire, nos réflexions ne visent pas à transférer la compétence des États membres à l'Union européenne, mais au contraire
de mieux prendre en compte la question du logement dans les politiques européennes, que ce soit au niveau du socle européen des droits sociaux, que ce soit au niveau de la politique de cohésion, la politique régionale, mais bien entendu au Green Deal, la politique climatique. Il faut savoir qu'on a lancé des débats aujourd'hui auprès du Parlement, du Comité économique et social européen, du Conseil européen sous présidence belge. Et il y a aujourd'hui un relatif consensus à réfléchir entre nous à travers un sommet européen du logement abordable, mais également à travers une évolution des matériaux et des outils de financement de ces programmes. On a évoqué la question d'un plan Marshall sur les investissements massifs en matière de logement abordable. Le Comité économique et social européen appuie cette démarche et a fait des déclarations publiques en la matière. Et surtout, le 5 mars dernier, dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, le ministre du Logement de la région wallonne, M. Collignon, a invité ses collègues de toute l'Union européenne pour réfléchir ensemble aux politiques et a repris l'idée de développer un plan d'investissement au niveau européen, à la fois sur l'exclusion du logement abordable, mais également sur la rénovation thermique du parc. Donc cela change complètement la donne. Jusqu'à présent, on avait obtenu que le FEDER puisse financer la rénovation thermique des logements. Et effectivement, en France aujourd'hui, on est à peu près à 411 millions d'euros de FEDER qui ont été mobilisés par les différentes régions sur la rénovation thermique des logements. Donc c'est déjà une somme importante, mais pas suffisante. Et de l'autre, on a mis en place également, avec la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe, une alliance qui permet aux organismes HLM en France de mobiliser ces ressources européennes à travers la Banque des territoires des caisses et dépôts. Et on en est aujourd'hui à près de 2,4 milliards d'euros de prêts sur ressources européennes à taux fixe sur des durées de 40 ans. Donc vous voyez qu'on peut faire bouger les lignes tout doucement, mais là on est à un niveau de contrainte, un niveau d'intervention qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est l'idée un peu de réfléchir à que pourrait être un plan. Alors le plan Marshall, effectivement, c'est de la communication, on ne va pas faire du copier-coller, mais un plan d'investissement massif qui puisse effectivement à la fois contribuer à résoudre les problèmes d'accès au logement, de lutte contre le sans-abrisme, etc. Et de l'autre, faire face aux enjeux climatiques, à la rénovation thermique des bâtiments qui devient une des grandes priorités de l'Union européenne. D'ailleurs, nous pensons qu'il serait utile de classer les RUP parmi les territoires prioritaires qui pourraient, entre guillemets, bénéficier des éléments, des dispositifs de ce plan Marshall, notamment sur les investissements massifs consacrés à la rénovation thermique. Est-ce que vous pensez que ça a du sens ? Alors, si vous permettez, pour que nos téléspectateurs puissent avoir une vision tout à fait claire, je partage votre vision et votre point de vue. Je ciblerai, moi, mon propos sur les régions ultra-périphériques. Oui, évidemment. Et juste une petite anecdote. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué les régions ultra-périphériques françaises. Je tiens à le préciser parce qu'au fond, il y en a 9 régions ultra-périphériques. Si j'ajoute les Canaries, Madère, Açores et les Madère. Donc, on reste ciblé sur les régions ultra-périphériques françaises. Il y a plusieurs choses. Il y a cette crise du logement, il y a le dérèglement climatique, puis il y a aussi, dans certains territoires, la crise démographique. Oui. Et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, notamment dans le cadre du logement social. Si je me situe à Mayotte, si je me situe en Guyane, si je me situe en Guadeloupe ou en Martinique, j'ai une problématique différente. En Martinique et en Guadeloupe, nous serons bientôt, d'ici 2050, mais déjà maintenant, pour la Martinique, nous sommes le territoire le plus vieux de France. Et donc la question du logement social ne se pose pas de la même manière qu'en Guyane ou à Mayotte, où au contraire, on a une explosion démographique. Donc, et j'ai la faiblesse de penser qu'on ne va pas construire le logement social de la même manière selon chaque territoire. Donc, oui au plan Marshall, oui au plan d'investissement stratégique. Mais pour moi, ma question, pour faire quoi ? L'Union européenne accorde, du moins la France consacre 20% des fonds européens pour nos outre-mer, pour nos régions ultra-périphériques. Donc, en termes de solidarité, il faut déjà se dire que c'est colossal. Bon, ça c'est pour ceux qui disent « mais non, on ne nous aide pas assez ».
il ne s'agit pas de mettre des chiffres et une somme, il s'agit de dire pour faire quoi. Et c'est là-dessus que, moi, je veux dire, faisons preuve d'imagination, de créativité et affrontons les problèmes. Et pour affronter les problèmes, avant de commencer à mettre un chiffre, plan Marshall, il faut qu'on se dise pourquoi faire, selon les territoires. La Martinique manque cruellement de logement social pour les personnes âgées. Et ça, c'est quelque chose. La Guadeloupe également. Qu'il s'agisse d'EHPAD aussi, de résidences seniors, parce que ce sont bien souvent des populations avec des revenus très faibles, fort modestes. Et cela est peu pris en compte dans le dispositif logement social. Et je considère, pour ma part, que vu que ces personnes âgées auront besoin d'être accompagnées, d'être aidées, d'avoir des logements adaptés, etc. Et là, ça mérite non seulement une rénovation, mais ça mérite déjà, comment dirais-je, une adaptation du logement social. Si je suis à Mayotte ou si je suis en Guyane, je suis dans une autre problématique d'explosion démographique et de savoir à ce moment-là comment utiliser le foncier, etc. Et troisièmement, c'est l'éducateur qui va parler avant le député. Le logement social doit être au service de la vie. C'est-à-dire que, je vous ai parlé pour la Martinique, donc, de territoire vieillissant, sur le plan démographique, avec une démographie en berne. Eh bien, ce logement social ne doit pas, on doit aussi réfléchir où on va le placer dans la cité. Et moi, je suis un partisan de le placer aux côtés des écoles, c'est-à-dire de faire du lien intergénérationnel et même intégré. Bon, ces dimensions, je ne les retrouve pas malheureusement dans ce dont on parle. On est souvent sur des chiffres et des choses. Moi, ce que je veux dire, c'est que le logement social est capital. Pour héberger qui ? Quelle population ? Les nécessiteux, les sans-abrisme, les personnes âgées, enfin bref. Et ne mettre personne au bord du chemin. Et donc, le logement social ne doit pas être, selon moi, perçu comme juste un droit pour tous. Il faut qu'on soit logé. Mais il faut qu'on soit logé pour bien vivre, pour s'insérer dans une société. Et à ce moment-là, un plan Marshall s'impose. Vous voyez ? Mais je veux dire que je ne pose pas comme postulat, je veux un plan Marshall avec une somme. Vous me diriez, vous metteriez 10 milliards, c'est énorme. Mais pour faire quoi ? Si c'est pour faire comme certains territoires où on fait du tourisme, etc., bon, même pour... Il faut toujours savoir comment on s'adapte. Alors, il y a le dérèglement climatique. Est-ce qu'on a les ressources pour pouvoir lutter pour ? Je le crois. Est-ce qu'on a, on peut utiliser nos énergies naturelles en termes pour pouvoir faire de la rénovation thermique, etc. Pourquoi pas ? Bref, donc je partage complètement votre point de vue d'investissement, mais je voulais apporter la vie. Justement, nous sommes sur les questions sociales et la question d'un tarif social de l'énergie pour les biens de première nécessité qui serait à destination de RUP. Ça, c'est une proposition qui est faite. Est-ce que vous pensez, au regard des caractéristiques géographiques, climatiques des régions ultrapériphériques d'Europe, qui nécessitent des actions spécifiques en matière d'approvisionnement d'énergie et de développement d'énergie renouvelable, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'avoir un accompagnement des ménages ultramarins en soutien sur la rénovation des bâtiments, par exemple, et des logements ? Oui, oui, bien évidemment, il faut pouvoir accompagner les ménages. Pas uniquement sur le plan social. Si on parle de rénovation thermique, si on parle de lutter contre, comment on appelle ça, tout ce qui pourrait rendre l'habitation plus conforme, une transition écologique saine, etc. Moi, je suis encore une fois tout à fait favorable. Sur la question de l'énergie, nos territoires, vous le savez, au niveau de certains fournisseurs, les prix sont assez plafonnés. Néanmoins, ils ne le seront jamais assez eu égard à la faiblesse de revenus de nos territoires.
Ça, c'est clair. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez un seuil de pauvreté dans nos territoires qui est supérieur à la moyenne nationale et qu'on peut se dire également que toutes ces personnes âgées qui ne sont pas toutes des fonctionnaires, contrairement à ce qu'on veut dire, eh bien, elles sont sous ce seuil de pauvreté, elles ont des difficultés, donc il faut effectivement les accompagner. Donc plus de solidarité pour participer à la réduction de ce coût. Il faut plus de solidarité, mais encore une fois, il faut repenser tout, pas uniquement la question de l'énergie. Il faut repenser, eu égard certes à leurs revenus, à la population que l'on a, aux territoires et aux enjeux qu'on a écologiques, climatiques, parce que les RUP ont tout. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, nous sommes les champions de la biodiversité, nous contribuons à, comment dirais-je, à permettre, de la biodiversité à permettre à la France d'avoir un domaine maritime, une biodiversité exceptionnelle, mais nous sommes soumis également à une explosion de risques, qu'elles soient volcaniques, climatiques, maritimes, etc. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc oui, et puis en même temps, savoir toujours, plan Marshall, savoir utiliser nos énergies. Il y a les énergies osmotiques, il y a la géothermie qui pourrait, puisque nous avons des volcans, nous avons un certain nombre, ou par la mer. Donc, l'éolienne en mer, par exemple. Oui, il y a aussi les éoliennes, on a tout pour pouvoir avoir une énergie propre. Sans oublier le soleil. Bien évidemment. Mais, et donc, ce que je veux dire, j'ai envie de vous dire, soyons imaginatifs et créatifs. Ne mettons pas la question, il faut des investissements clairs, massifs, mais pas c'est pas la peine de dire, vous savez, vous entendez ça tous les jours dans les nouvelles, ah, mais on a mis tant d'argent, mais ça ne veut rien dire. Je souhaite un projet Marshall. Voilà. Un projet Marshall. Un projet dans lequel on associe tous les acteurs. Tous les acteurs. Et ça me paraît essentiel pour les faire cohabiter. Et ça va depuis l'Europe. Et l'Europe là-dessus, vous l'avez dit également dans votre propos liminaire, à savoir que l'Europe est prête à échanger, à discuter. Avec la présidence belge, il y aura bientôt, là, mi-avril, à la Hulpe, un sommet social aussi pour tenir compte de tout cela. Bon, c'est très bien. Pour nos régions ultra-périphériques, et moi je suis partisan, le social est une dépense économique nécessaire. Alors, on ne doit pas les opposer. Justement, nous parlons de dépenses économiques. Qui parle de dépenses économiques, surtout en parlant de l'Europe, parle aussi de mobilisation des fonds européens. Et nous constatons que souvent les actions, par exemple, des bailleurs sociaux, sont en prise avec des difficultés administratives qui sont clairement connues au niveau de l'Union européenne, surtout pour la mobilisation de ces fonds, que ce soit le FEDER, que ce soit le FSE, que ce soit aujourd'hui le FRAFU, qui aujourd'hui en plus a été redispatché vers d'autres dépenses et ne finance n'est plus forcément financé par le FEDER. On voit aujourd'hui aussi des complexités qui ne permettent pas justement aux différents bailleurs sociaux de mobiliser assez de fonds pour pouvoir financer un certain nombre d'investissements. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait justement aujourd'hui démultiplier l'effort d'investissement vers les régions ultrapériphériques d'Europe pour leur permettre de mieux aménager, mieux équiper leur territoire et surtout le foncier aujourd'hui qui reste une vraie problématique puisqu'il est très rare et très cher? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question et on va encore une fois essayer de regarder les choses un petit peu en face. La complexité de l'utilisation des fonds européens, ce n'est pas une vue de l'esprit. Non, c'est vieux. Malheureusement, elle est là. Mais je constate qu'il y a des pays et des régions qui s'en sortent mieux. Donc j'aime bien aller voir ailleurs. Je prends un exemple que je connais maintenant parce que je m'y suis rendu 2 fois, c'est l'Espagne et notamment une autre région ultra-périphérique s'appelle les Canaries. C'est petit, c'est volcanique, ça ressemble en tout point à certains territoires dont je suis issu, mais avec une utilisation des fonds européens entre 95 et 98%. Si vous allez à Tenerife, sur 40 km de long, enfin c'est une petite île, c'est 2 aéroports internationaux. C'est des infrastructures routières à faire pâlir d'envie mes territoires.
C'est également la fibre partout. C'est des logements, enfin bon, là c'est peut-être un autre type de clientèle, mais sur la question de la mobilisation des fonds européens, ils réussissent mieux. C'est incontestable. Ils réussissent mieux parce que j'ai la faiblesse de penser qu'ils ont une ingénierie beaucoup plus adaptée, beaucoup plus adéquate, beaucoup plus performante. Et ce n'est pas nous faire injure en nous disant qu'on pourrait faire mieux ou s'en inspirer. En Espagne ou au Portugal, parce que le Portugal est l'un des pays les plus sociaux, et que ce soit aux Açores ou à Madère. Et on constate également que lorsque des porteurs de projets, qu'ils soient bailleurs sociaux, comme chez nous, sollicitent des fonds européens, leur dossier est bien ficelé, bien préparé. Ils ont une sorte de guichet unique avec une personne qui les suit de A à Z, et ce qui suppose que toutes les factures, toutes les remontées, c'est un accompagnement unique, personnalisé. C'est malheureusement pas toujours le cas chez nous. Il y a aussi chez nous des régions ultra-périphériques qui, comme la Réunion, qui connaissent des difficultés aussi, mais qui ont en matière d'accompagnement ou d'accès aux fonds européens une plus grande maîtrise, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'en inspirer du système français? J'ai reconnu la complexité des projets européens. Mais je vous dis, je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, même dans des pays, autres pays que ceux que je viens de citer, ils se débrouillent un peu mieux. J'ai milité pour une plus grande simplification. Cette simplification, elle tient à quoi? Elle tient, encore une fois, à se dire, bon, les bailleurs sociaux de nos régions ultrapériphériques ont aussi un problème de financement, puisqu'il faut un apport, il faut un certain nombre de choses, et c'est là que les banques doivent être beaucoup plus souples. L'AFD, j'ai échangé hier avec quelqu'un de l'AFD, j'ai rencontré la Banque des Territoires, j'ai rencontré la BPI, je leur ai dit quelles étaient nos difficultés. Et on ajoute à ça, je reviens de la Martinique la semaine dernière, et d'échanges là-dessus, nous avons un tissu économique où globalement c'est des petites entreprises, je mets même les bailleurs sociaux, c'est pas des grands. Et les garanties bancaires des autorités de gestion ne valent pas grand-chose. J'ai rencontré l'IEDOM qui m'expliquait que c'est pas que les banques sont fragiles, c'est que les banques disent il faut qu'on puisse s'appuyer sur des mécènes, des garanties, etc. pour faire. Ce qu'on peut-être que les Canaries, les Açores, Madère ont trouvé. Donc encore une fois, créativité. Et l'IEDOM me disait, mais ce qui est difficilement compréhensible dans nos cultures ultramarines, c'est de se dire, voilà, vous avez une affaire et vous voulez prétendre à des fonds européens, mais votre, comment dirais-je, vos revenus ou votre enveloppe financière ne vous le permet pas. Donc, essayez d'ouvrir votre capital en acceptant d'autres. Mais ça, c'est pas quelque chose de très naturel chez nous. Tout à fait. Bon, donc, tout ça, ce que je veux dire par là, la difficulté ne provient pas que du fait de la complexité, et je suis le premier à le reconnaître, mais également un accompagnement sérieux, offensif des autorités de gestion qui pourraient accompagner les bailleurs pour défendre leurs projets. Mais en même temps, plan Marshall veut dire aussi vision de ce qu'on veut faire. Tout à fait, oui. Alors, autre sujet d'importance, effectivement, la réforme qui est engagée du semestre européen, de la gouvernance économique de la zone euro. Est-ce que pour vous, ça paraît légitime d'aller vers un régime particulier pour les RUP en matière de gouvernance qui vous permettrait d'investir là où aujourd'hui, cette gouvernance macroéconomique vous l'interdit ou vous l'encadre? Alors, là encore, il y a deux choses. Et là, je veux dire, en affaires constitutionnelles de la commission dans laquelle je suis, moi, je militais. Et je milite toujours. Nous bénéficions, dans le traité de l'Union, d'un article qui s'appelle l'article 349. Que dit cet article? Cet article 349 dit « L'Union européenne tient compte des spécificités des régions ultrapériphériques. » La vérité,
en tout cas depuis que je suis député, je constate qu'on est plus dans les dérogations que dans la prise en compte. Et ça, je voulais en sortir. Et je voulais véritablement une application de cet article sous la forme suivante. C'est-à-dire que moi, je considérais, alors ça tombe bien, le logement social. Le logement social, le coût de la construction, le dérèglement, les fléaux naturels auxquels nous sommes astreints. Bref, un certain nombre de difficultés m'amenaient à me dire, plutôt que d'avoir des dérogations à l'emporte-pièce, avoir une disposition qui dirait « Le logement social est une priorité pour les RUP. En conséquence, activons cet article 349 sur la question du logement. Social, ça veut dire matériaux de construction, ça veut dire exonération, etc. Et donc, dans ces conditions, une fois qu'on aurait activé cet article 349, où l'Union européenne serait donc plus souple pour dire ce n'est pas que nous sommes qu'on va déroger complètement à tout ce que l'Union européenne demande, mais nous allons avoir un pouvoir d'adaptation des normes européennes à nos territoires, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de financement des logements sociaux, etc., etc. Et je crois que ça serait quelque chose qui serait faisable. Et on peut activer, si on veut véritablement donner une piste, on se met tous d'accord. Ça veut dire que là, par contre, toutes les régions ultrapériphériques françaises, espagnoles et portugaises se diraient qu'en matière de logement, on ne construit pas de la même manière si je suis à Bourgoin, à Grenoble, ou bien à Mamoudzou, ou à Cayenne, ou à Fort-de-France. Ça voudrait dire donc la vraie prise en compte de nos spécificités pour une utilisation optimale autorisée de cet article 349. D'ailleurs, un exemple serait justement la possibilité de déroger au marché intérieur pour commercer directement avec les pays des bassins géographiques des différentes RUP. Alors là, moi, j'ai peut-être je connais une position, bien évidemment. Il y a deux positions, celle d'avoir un marquage RUP ou de déroger avant le à ce marquage. Avant le marquage RUP, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose. Nous évoluons dans des bassins et dans des environnements où il est nécessaire de pouvoir échanger sur nos problématiques dans notre environnement géographique. Ça peut être grâce à l'Interreg, pour régler la problématique des sargasses. Maintenant, il faut ajouter quelque chose, pour être complètement honnête. Nos régions ultrapériphériques européennes, françaises, ont un niveau de vie supérieur à nos voisins, s'il s'agit. Et donc, le commerce doit être équitable des deux côtés. J'entends bien que, par exemple, si j'achète directement du Brésil, c'est moins onéreux que si ça doit passer. Je suis d'accord. Par l'Europe. OK. Mais est-ce que nous, ce qu'on a à vendre en matière de services, est-ce que les pays limitrophes pourraient se le faire? Je connais la coopération entre Sainte-Lucie et la Martinique, ne serait-ce que sur la question hospitalière et tout, mais c'est pas facile pour des gens. La Dominique est sinistrée à chaque cyclone. Donc, oui, à l'échange, à la communication, mais il faut quand même évoquer leur PIB et notre niveau de vie. Ça, c'est la première chose. Mais pour répondre à votre demande, moi, je suis tout à fait favorable aux échanges, dès lors qu'ils sont équitables. Parce que, vous savez, je suis obligé de dire que lorsque nos Martiniquais vont à Sainte-Lucie ou même quelque part, on est considérés, nous, comme des rois du pétrole. Hein. L'herbe est toujours plus verte. Effectivement. Oui, il faut se le dire. Oui. Alors, donc, par exemple, si on veut échanger sur toute une série de thèmes très, très importants, est-ce que vous seriez prêt à soutenir l'idée d'organiser ici au Parlement un sommet européen sur le logement abordable qui serait focalisé sur les régions ultrapériphériques pour mettre en avant toutes ces spécificités? En tout état de cause, je retiens l'idée et je voudrais vous faire une confidence. J'ai rencontré des gens du logement social en Martinique et une de mes idées, parce que j'ai déjà organisé plusieurs colloques comme ça serait d'organiser dans une région ultrapériphérique avec d'autres représentants des autres régions ultrapériphériques une thématique sur les problématiques
du logement social dans les RUP pour voir un petit peu à quoi nous sommes confrontés et comment on fait pour avancer. Donc ma réponse est clairement et enthousiaste pour faire ça. Alors même, je dirais, un sommet européen sur ces questions, mais on pourrait aussi l'étendre, pas seulement aux 9 RUP qui sont concernés, donc les RUP françaises, portugaises, espagnoles, mais aussi aux PTOM. Il y a 13 PTOM qui ont des relations privilégiées avec ces territoires, dont certaines sont françaises, comme la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait aussi faire partie de ces territoires qui seraient invités à ce sommet. Bien sûr, non. Tout ce qui est région ultrapériphérique et PTOM, nous avons des difficultés communes. Là, ce qui différencie, c'est le degré de l'enveloppe. C'est ça. Mais tout à fait favorable pour la tenue de cette problématique. Mais encore une fois, pour moi, c'est pourquoi faire. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de commun comme problématique à tous ces territoires? Qu'est-ce qu'il y a de semblable, quels sont nos atouts à en tenir compte? Voilà. Mais moi, si vous voulez, l'idée que je porte et que j'ai dit, c'est qu'une adaptation ou une activation ou une possibilité d'activer cet article 349 pour changer, parce que c'est ça le nœud du problème. C'est pas une question, est-ce qu'on aura plus de FEDER, est-ce qu'on aura plus de ceci? Il faut avoir le vrai projet et voir que l'Union européenne autorise une dérogation sur la base de cet article 349, si on décide de dire on se concentre sur cette problématique qui est commune et on l'active. Mais ça suppose un accord entre toutes les parties. Parce que je disais, il y en a qui disent c'est l'énergie, d'autres les transports, etc. Mais sur la question du logement, on pourrait se dire, l'Union européenne démontre sa capacité parce qu'on ne construit pas et ça c'est facile à faire comprendre. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai bien noté la question de l'imagination, la créativité, l'enthousiasme et l'efficacité aussi dans ces échanges. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos téléspectateurs avant de rendre l'antenne? Eh bien, je voudrais d'abord vous remercier de me permettre d'échanger sur ces thématiques. Vous dire encore une fois que je crois encore une fois que on prend toujours les choses par le côté pécunier, financier, qui est nécessaire. Mais encore une fois, et j'ai eu l'occasion de vous le dire, je le répète, la question du logement social est prégnante, est essentielle. Si on l'aborde d'un point de vue économique et financier, on ne gagnera pas, on n'aura pas satisfaction. Mais si on le voit comme la possibilité pour les populations d'un mieux-être, d'un mieux vivre et donc d'un meilleur développement, eh bien on y arrivera. Et je termine sur ma formule issue de ce grand homme français d'État. Les choses médiocres sont les plus difficiles à réaliser. Les choses grandioses ne demandent qu'à être conçues. Donc concevons un programme de logement social qui soit grandiose et au service des populations. Merci monsieur le député, merci beaucoup. Merci Laurent, merci mesdames et messieurs, merci et à bientôt.